Bonjour à tous. Alors habituellement, je consacre ces vidéos à l'actualité de droit des contrats pour l'ensemble des personnes intéressées, que ce soit des personnes qui passent un examen ou des professionnels en mal de formation continue. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ensemble une question qui fera l'objet de plusieurs articles. Plusieurs articles sont en préparation dans le JCPN, également dans le JCP édition générale que je remettrai pour lundi, et un autre dans le l'AJ Contrat du Dalloz. Donc vous aurez plus de détails sur l'ensemble de ces éléments, notamment les différentes références. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer, en relisant notamment les projets d'ordonnance, certains projets d'ordonnance qui sont passés en Conseil des ministres hier, essayer de voir quelles sont les conséquences du Covid-19 et notamment toutes les sources d'incertitude dont il est à l'origine sur le droit des contrats, les engagements contractuels, et voir quelle est la boîte à outils contractuelle qui est à notre disposition. On va voir qu'il y a de nombreux instruments. On pense bien entendu à la force majeure ou l'imprévision, mais ce ne sont pas les seuls instruments qui peuvent être utilisés. On va voir que leurs conditions de mise en œuvre sont relativement strictes et il va falloir faire preuve d'imagination pour essayer de tempérer les effets négatifs et préjudiciables du Covid-19 et puis du confinement et des mesures administratives qui ont été prises pour y remédier. Alors, d'abord, il faut que vous compreniez que je prépare également un PowerPoint que je mettrai à votre disposition, et sur les réseaux, je vous donnerai l'adresse qui vous permettra justement de bénéficier de ce PowerPoint. Je préfère être en lien direct, j'allais dire indirect en tout cas, mais le lien le plus étroit possible, et que vous m'écoutiez dans la présentation des différentes règles, et je vous adresserai le PowerPoint dans un deuxième temps pour que vous puissiez avoir là aussi l'ensemble des éléments. Pour que vous puissiez comprendre les difficultés qui vont se poser à l'avenir, qui se posent déjà maintenant dans les relations contractuelles, il faut que vous ayez une bonne conscience de la toile de fond. Cette toile de fond, on y reviendra, mais c'est toute une série de textes et de dates. Je n'en donnerai pas les détails ici, mais il faut pas oublier que vous avez eu une progression justement dans l'imprévision ou dans l'imprévu ou dans l'imprévisible, puisqu'on a eu une série d'abord d'informations qui étaient données par l'OMS, l'OMS qui y voit une épidémie internationale à partir du 30 janvier. On a des annonces faites par les ministres, le ministre de l'économie le 28 février qui qualifie clairement de force majeure les événements qui se déroulent, et on admet les conséquences sur les contrats de commande publique et tous les autres contrats entre l'État et ses partenaires. Cela fait l'objet d'un projet d'ordonnance spécifique auquel je vous renvoie, puisque cela relève davantage du droit public économique. Néanmoins, constater qu'il s'agit d'un cas de force majeure, c'est un élément qui a été clairement affirmé dès le 28 février. On a ensuite toute une série d'arrêtés qui vont interdire les rassemblements, arrêtés du 5 mars, puis du 9 mars, puis du 12 mars, du 13 mars. Donc tous ces rassemblements interdits au départ pour près de 500 personnes dans les lieux clos, et 5000 personnes dans les lieux clos, puis 1000 personnes, puis 150, puis 50, puis 2. Pour les marchés qui ont été fermés, marchés couverts, tout cela dépendait des villes. Dans certaines régions, il y a eu des mesures de confinement plus importantes que d'autres. Donc tout ça va avoir des répercussions nécessairement sur un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Vous imaginez que quelqu'un qui prend un engagement d'organiser un concert au moment où l'arrêté n'interdisait pas encore le rassemblement de plus de 5000 personnes, ou celui qui prévoyait un petit concert et qui était en dessous justement des 5000 personnes avec 2000 personnes, mais l'arrêté intervient justement pour interdire le rassemblement de 1000 personnes. Donc il faudra précisément au cas par cas, dans chacune des relations contractuelles, vérifier justement à quelle date le contrat a été conclu, ou renouvelé, ou reconduit, et quels étaient les textes en vigueur à l'époque. Autre point à prendre en considération, c'est ces différentes ordonnances, puisque vous allez voir qu'il y a principalement, alors moi j'insisterai surtout sur deux ordonnances en particulier, deux projets d'ordonnances, mais ils ne devraient être modifiés qu'à la marge, puisqu'ils sont passés en Conseil des ministres. Mais il y a une première ordonnance qui m'intéresse surtout, c'est sur le report des termes et délais. Alors, tout le monde ne sera satisfait, puisque certains y verront une mesure un peu trop brutale, j'y reviendrai dans le détail, parce qu'elle ne tient pas compte des cas particuliers. D'autres regretteront que seuls les délais légaux ont été visés,
en dehors des clauses contractuelles particulières sur lesquelles je reviendrai, mais seuls les délais légaux ont été visés. Donc les délais conventionnels, je pense à des délais qui se rapporteraient à un délai de levée d'option ou de réitération des consentements devant notaire ou de réalisation d'une condition suspensive. Tous ces délais conventionnels ne sont pas visés et on verra, et notamment l'explication de texte qui accompagne le projet d'ordonnance nous précise qu'il faudra dans ce cas-là se référer au droit commun des contrats et en particulier il cite la force majeure et les cas de délai de prescription qui serait suspendu avec l'article 2234 du Code civil qui vise directement le cas de la loi, de la convention ou de la force majeure. Tout ça, je vais le revoir dans le détail, mais il faut comprendre que avant de commencer quoi que ce soit, la moindre analyse sur votre dossier, vous identifiez les différentes dates et dans le PowerPoint, je vais vous donner ces différentes dates. Et puis, il faut également bien vérifier que l'ordonnance ne prend pas en considération votre situation particulière et il faudra donc bien lire les différentes ordonnances nous concernant. Il y a également une ordonnance qui nous intéresse, qui est celle qui porte sur les délais de procédure en particulier. Je n'insisterai pas sur ce point, c'est quelque chose qui fera l'objet d'un autre traitement par des spécialistes de procédure civile ce n'est pas ma spécialité et il y a tellement de subtilité et vraiment un jeu très subtil entre les règles et la computation des délais que je renvoie aux spécialistes le soin d'approfondir cette ordonnance. Alors juste pour que vous ayez une petite idée, il y a une loi d'habilitation qui a été votée donc le 23 mars 2020, toujours à titre introductif, et ensuite on va insister sur les outils contractuels, mais on a la loi d'habilitation du 23 mars 2020 qui va permettre de prendre différentes ordonnances. Elles sont relativement nombreuses. Il y en a une qui m'intéresse en particulier, c'est celle qui porte sur les délais qui arrivent à échéance pendant une certaine période et le report qui est prévu en la matière. Donc cette ordonnance se compose notamment de 4 articles en particulier dont je vais vous donner la substance et essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible avant d'enchaîner sur les outils contractuels proprement dits. On a déjà un article 1 de cette ordonnance qui va poser la toile de fond. C'est-à-dire que vous devez absolument garder à l'esprit cette période qui va être déterminée au sein de l'article 1 et qui va vous permettre ensuite d'appliquer les différents autres articles 2, 3, 2, 4 et 5 essentiellement que je vais évoquer par la suite. Dans l'article 1, on vous explique qu'il y a une période qui va produire un certain nombre d'effets, notamment la suspension d'un certain nombre de termes. Cette période, elle commence le 12 mars, selon l'article 1, et elle va jusqu'à, alors pour être clair, 1 mois du jour de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc, vous voyez, c'est pas très difficile à comprendre. Vous avez la date du 12 mars, on va jusqu'à la décision qui mettra fin à l'état d'urgence sanitaire, et on va vous accorder 1 mois supplémentaire. Pourquoi ? Eh bien, pour un certain nombre de délais, vous allez le voir, de reports de délais, des délais, par exemple, qui auraient pu échoir au moment de cette période, donc à l'intérieur de cette période du 12 mars, et état de la fin de l'état d'urgence plus 1 mois, d'accord ? Donc il y a des délais qui peuvent justement prendre fin à ce moment-là, ou des délais qui commencent à courir à ce moment-là. Donc ce sont ces délais-là qui sont concernés par cette ordonnance, et vous allez voir, pas tous les délais, mais uniquement les délais légaux. Si j'enchaîne sur l'article 2, et vous gardez bien en tête justement cette période que j'ai évoquée avec vous, l'article 2 m'explique que il y a un certain nombre d'actes, d'actions, de recours, de formalités, d'inscriptions, de déclarations, de notifications ou de publications prescrits par la loi ou règlement, justement, qui peuvent intervenir pendant cette période. Et ce qu'on vous explique, c'est que pour toutes ces actes, actions, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, publications prescrits par la loi ou au règlement, eh bien, on va, s'ils ont commencé à courir pendant cette période ou qu'ils prennent fin pendant cette période, eh bien, on va reporter le terme. Et reporter le terme à quel moment ? Eh bien, on va considérer que pour ces délais légaux, il y a une forme de suspension de ces différents délais, et je vais vous en donner un certain nombre d'exemples, suspension, et le délai ne recommencera à courir qu'1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc, si vous avez un délai par exemple pour procéder à une notification qui avait commencé à courir, un délai d'1 mois par exemple
je notifie un droit de préemption à la commune dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner, par exemple. Donc, je vais lui notifier le droit de préemption. La commune dispose d'un mois. Imaginons que 10 jours se soient écoulés et qu'on se retrouve dans la période du 12 mars, par exemple. Dans ce cas-là, on considère que c'est suspendu. Et un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, en tout cas c'est comme ça que j'interprète l'article 2, et il est vrai que la formulation est assez ambiguë, et un mois après, ce délai va recommencer à courir pour les 20 jours restants. Avec une précision qui, à mon avis, n'aura pas l'occasion de s'appliquer souvent, une précision dans l'article 2, c'est qu'en tout état de cause, 2 mois après, il ne peut pas y avoir plus de 2 mois après le mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc je vous donne un exemple. Imaginez que l'état d'urgence sanitaire prenne fin le 15 mai. Vous avez un mois supplémentaire jusqu'au 16 mai. À partir du 16 mai, dans l'exemple que je vous ai donné, eh bien, on aura 20 jours supplémentaires pour exercer son droit de préemption si on est une commune ou une SAFER ou un locataire dans le cadre du droit de préemption ou le preneur dans le droit de préemption commercial. Donc c'est de cette manière en tout cas que je comprends l'article 2 tel qu'il est rédigé, tout en m'expliquant qu'après l'expiration de ce mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire, eh bien le délai recommence à courir, certes, c'est comme ça que je l'ai compris, une suspension et pas une interruption, donc il recommence à courir là où il s'est arrêté, mais en tout état de cause, ce délai ne pourra pas aller au-delà de 2 mois. Alors c'est de cette manière, en tout cas au regard des termes qui ont été utilisés, de cette manière qu'on peut interpréter l'article 2 de cette ordonnance qui porte sur les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars et le mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire, si vous avez bien compris, au regard de l'exemple que je viens de vous donner. Simplement, si je vous donne d'autres illustrations qui pourraient être concernées par ces délais qui pourraient arriver à échéance pendant la période que je viens d'évoquer et qui est visée à l'article 1, on a les éventuels recours contre un permis de construire, il y a toutes les demandes qui sont formulées en matière d'urbanisme, hein, une déclaration de travaux, de permis de construire ou encore de permis d'aménager. Tout ça, ce sont des choses qui sont concernées, notamment les délais pour répondre à une notification. Alors je pense bien entendu à toutes ces notifications qui sont faites dans le cadre des droits de préemption très nombreux aujourd'hui, que ce soit en matière de baux d'habitation, de baux commerciaux, de SAFER, de droits de préemption urbains et bien d'autres encore. Mais il y a également un certain nombre de délais légaux qui sont des délais de rétractation ou des délais de réflexion dans le cadre de la loi SRU. Il y a des délais dans les congés qui doivent être, par exemple, délivrés, qui doivent être pour le cas du bail d'habitation, 6 mois avant l'expiration du contrat de bail. Là aussi, ce sont des délais légaux qui seront concernés par cet article 2. Et on voit bien que d'une manière générale, tous ces délais légaux eh bien, bénéficieront de cette suspension, en tout cas du délai, et qui permettra justement de faire valoir ses droits à condition que ça ne dépasse pas ce délai butoir que j'ai évoqué, qui était de 2 mois, qui suit le mois qui suit lui-même la fin de l'état d'urgence sanitaire. Bon, j'espère avoir été clair. La seule insatisfaction, c'est de ne pas avoir visé les délais conventionnels. Et quand je parle des délais conventionnels, c'est le délai qui est accordé pour la réalisation d'une condition suspensive. Délai que l'on va considérer comme conventionnel. Délai également qui a été accordé pour lever l'option dans une promesse unilatérale de vente. Ou le délai qui a été fixé, date qui a été fixée pour la réitération des consentements devant notaire. On sait très bien qu'au regard de la situation de certains professionnels du droit, notamment les notaires par exemple, ou des avocats pour la rédaction d'actes, eh bien, il n'a pas été possible en raison du confinement, eh bien, de procéder à un avenant qui aurait permis la prorogation justement de ces différents délais. Et on se retrouve donc avec des délais conventionnels qui ne sont pas visés par les textes. Dans ce cas-là, ce que nous dit, en tout cas, le petit chapitre introductif de cette ordonnance, c'est que pour tous ces délais conventionnels, il faudra se référer au droit commun. Et on se référera nous-mêmes au droit commun, c'est-à-dire que quand vous avez un délai pour la réalisation d'une condition suspensive, d'une certaine manière, c'est une obligation qui doit être exécutée dans un certain délai. Donc on raisonnera en termes d'obligation qui ne peut pas être exécutée. Et donc, soit on se réfère à l'hypothèse de la force majeure, qui permettrait justement dans ce cas-là d'obtenir une suspension si l'empêchement est provisoire
ou éventuellement même d'être totalement libéré de ses obligations. Donc tout dépendra des circonstances. Pour ce qui est du paiement des obligations contractuelles, on est là aussi, le texte nous l'explique à titre introductif, il faudra se référer au droit commun 1218 pour ce qui est de la force majeure, 2234 pour les cas de délai de prescription, puisque les délais de prescription, eux, ne sont pas nécessairement visés par l'article 2, et par conséquent, pour les questions, et on y reviendra, d'empêchement d'agir, qui sont liées à la loi, ce qui est le cas ici avec les mesures légales qui ont été prises, à la convention ou à la force majeure, ce qui était dit expressément par l'article 2234 du Code civil, eh bien, il sera possible dans ce cas-là, eh bien, de se référer au droit commun. Donc, on va évoquer ces questions du droit commun. Vous voyez, ce premier article 2 est un article assez dense qui vise tous les délais légaux et qui, à mon sens, se présente comme une suspension qui reprendra son cours un mois après la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, qui commence le 12 mars. Donc tous les termes qui venaient à échéance entre le 12 mars et le mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire sont concernés. Et en tout état de cause, mais je le répète, ce sera des cas très rares, en tout état de cause, lorsque les délais reprennent, puisque c'est une simple suspension, pas une interruption, un mois après la fin de l'état d'urgence, ils ne peuvent pas aller au-delà de 2 mois, qui est le sorte de délai butoir fixé par le législateur. Alors, je continue sur cette ordonnance, ce projet d'ordonnance. Donc, il était bien que les choses peuvent encore évoluer et qu'on peut peut-être apporter des précisions, puisque sur l'article 2, il y a eu pas mal de formules qui ont été proposées, et c'est celle-ci qui a été choisie, qui n'est peut-être pas la plus simple, mais quoi qu'il en soit, c'est celle qui a été choisie dans la dernière version du projet d'ordonnance. Dans ce projet d'ordonnance, vous avez également un article 4 qui est important et qui concerne toutes les questions d'astreinte, de clauses, de manière générale, qui sanctionnent l'inexécution du débiteur. Donc imaginez qu'on ait une situation de ce type avec une clause qui aurait pu être mise en œuvre, qui aurait pu être mise en œuvre pendant cette période, toujours la même, du 12 mars et du mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire. Eh bien, ce texte, justement, va en suspendre les effets et procéder à un report. Donc, quel type de clauses sont visées ici? Ce sont les clauses alors d'astreinte, ou les astreintes tout simplement, mais les clauses d'astreinte s'il y en a, d'astreinte conventionnelle, les clauses pénales qui sont un peu différentes, les clauses résolutoires, les clauses de déchéance de manière générale, et celles-ci on les rencontre assez fréquemment dans des opérations commerciales ou dans des opérations immobilières, dans des promesses de contrat assez fréquemment aussi, ou pour la bonne réalisation des conditions suspensives par exemple, ou pour le respect d'un certain nombre de dates telles que la réitération des consentements devant notaire, ou le respect de certaines obligations comme dans la promesse pour le promettant qui s'engage à acheter ou à vendre. Donc vous voyez, ce sont des clauses qui sont quand même assez nombreuses et c'est une bonne chose que le législateur ait prévu justement le report. Et qu'est-ce que dit cet article 4? Eh bien, il dit si ces clauses auraient dû produire ou ont commencé à produire leurs effets entre le 12 mars et le mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire, ces clauses sont paralysées. Donc ça, c'est la première chose. Elles ne peuvent pas produire leurs effets pendant cette période que j'ai évoquée et qui est directement visée à l'article 1 de l'ordonnance. Et le texte ajoute, eh bien, elles reprendront leurs effets un mois après la fin de cette période, à moins qu'il y ait eu entre-temps exécution de ces obligations par le débiteur. Donc, voilà un texte qui, au moins, a le mérite d'être clair. Toutes les clauses sont paralysées. Elles recommencent à produire leurs effets, justement, dans le mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais en même temps en réservant le cas où les débiteurs ont pu entre-temps exécuter leur obligation. Alors on a une autre mesure, ça c'est le report pour ces clauses qui auraient dû produire ou ont commencé à produire leurs effets, mais on a également une suspension, puisqu'on vous dit que si l'astreinte ou les clauses pénales avaient commencé à produire leurs effets avant le 12 mars, donc là, on n'est plus dans les faits, dans l'hypothèse où c'est une clause qui aurait pu ou aurait dû produire ses effets pendant la période du 12 mars jusqu'au mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire. Dans cette deuxième hypothèse, on voit l'hypothèse d'une clause qui a commencé à produire ses effets, éventuellement dans le cadre d'une mise en demeure qui a déjà été mise en œuvre, ou une clause pénale éventuellement dont on n'a pas tiré encore les conséquences, mais qui aurait été réalisée avant le 12 mars. Dans ce cas-là, le texte prévoit une suspension de ces effets et ajoute encore une fois que la procédure reprendra le lendemain du mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc,
Là, on a un article 4 qui est assez précis, qui a envisagé l'ensemble des hypothèses, en tout cas la plupart, et qui permet justement, publié au JO ce matin pour certaines. Oui, ça j'ai vu, mais là, ce que j'évoque n'a pas été. Là, quelqu'un me précise justement que l'ordonnance, pour certaines ordonnances, on a une publication au JO, et celles qui ont été publiées au JO ne modifient pas en tout cas les éléments que je vous apporte. Et s'il y a eu des modifications, je vous les apporterai par la suite sans aucune difficulté. Alors, autre point important, c'est l'article 5 qui envisage, lui, une dernière hypothèse avant d'aborder les outils contractuels. Il parle des délais pour résilier ou dénoncer une convention. C'est-à-dire que parfois, vous avez un certain délai pour pouvoir mettre fin à une convention en usant de votre pouvoir de résiliation. Et puis, vous avez aussi des cas où vous devez dénoncer un contrat avant un certain délai pour empêcher que celui-ci ne se renouvelle ou ne se reconduise. Eh bien, ce qu'explique l'article 5 de l'ordonnance, c'est que si la résiliation ou l'opposition au renouvellement que j'ai évoqué devait intervenir dans un délai ou une période qui expire entre le 12 mars et le mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc toujours la même période, si vous avez des délais concernant cette résiliation ou cette opposition au renouvellement qui expire pendant cette période, eh bien là aussi, on va décaler dans le temps, puisque ceux-ci ne pourront produire leurs effets que après le mois qui suit justement la fin de l'état d'urgence sanitaire, et on précise qu'il y aura une prolongation de 2 mois après le mois qui suit justement la fin de l'état d'urgence sanitaire. Alors là, les nombreux contrats sont concernés, la fin de contrats commerciaux, de contrats de distribution ou renouvellement de ces contrats, des baux commerciaux sont également concernés. Donc ici, on a des hypothèses qui sont assez fréquentes en pratique et cet article 5, lui aussi, est très précieux, alors surtout des hypothèses qui relèvent de la matière commerciale. Alors, voilà pour les articles de cette ordonnance. Donc des articles très précieux, mais qui ne règlent pas toutes les questions, qui ne règlent pas tous les problèmes. Et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut avouer que la meilleure des lois, c'est celle qui respecte l'esprit qui découlait du discours préliminaire de Portalis, c'est que le législateur doit s'exprimer par des maximes générales, et il faut laisser aux juges, et je pense aussi aux praticiens, eh bien, le soin de régler les cas particuliers. Il y a la science du législateur et la science du magistrat, à laquelle on peut rattacher, je crois, la science des praticiens, et c'est à vous, les praticiens, à vous, les magistrats, eh bien, de régler les situations au cas par cas. Et justement, pour aborder ces questions au cas par cas, je vais raisonner en termes de boîte à outils. On a actuellement des boîtes à outils et la seule limite est finalement l'imagination des praticiens. En termes d'argumentation, c'est également leur capacité à convaincre le magistrat dans certaines situations. Et je vais procéder sous la forme d'une sorte de modus operandi, les différents outils auxquels vous pourriez penser et comment pourriez-vous les mettre en œuvre, indépendamment justement de tout ce que j'ai évoqué au départ, c'est-à-dire ces différents textes et ces différentes dates, et puis les ordonnances qui se rapportent à des hypothèses particulières. Il y a, à mon sens, 8 points qui peuvent être abordés. La force majeure, bien entendu, qui n'est pas automatique, on va le voir, qui s'apprécie au cas par cas. Il y a l'obligation de renégociation, fondée sur la bonne foi de l'article 104 du Code civil, même si, à mon sens, au regard de la jurisprudence antérieure, elle a peut-être peu de chances d'aboutir, mais on ne sait pas. Avec la situation exceptionnelle du Covid-19, il pourrait y avoir une appréciation plus souple de cette mise en œuvre de la bonne foi. Pendant un temps, il y a eu une application plus flexible. Peut-être que les temps permettront aux juges justement d'assouplir cette appréciation. Il y a l'imprévision, bien entendu, l'article 195 du Code civil. Il y a la caducité, vous verrez, qui rend peut-être pas mal de services, qui pourrait rendre pas mal de services, au fondement de l'article 186 du Code civil aujourd'hui. L'obligation de minimiser le dommage est une précaution cette fois qu'il va falloir prendre. Vous verrez que même si elle n'est pas en tant que telle consacrée, il y a des moyens de la mettre en œuvre et peut-être qu'on a ici l'occasion d'encourager de nouveaux fondements, comme finalement le législateur le saisit aussi, et il saisit l'occasion d'expérimenter des choses dans le cadre de cette période d'urgence qui avait été refusée auparavant parce qu'on considérait qu'elles étaient trop dangereuses, trop ambitieuses, et donc finalement
ils trouvent peut-être l'excuse, entre guillemets, de cette période exceptionnelle pour tenter des choses, notamment en matière pénale ou en matière de procédure, ben là, c'est un peu la même chose. L'obligation de minimiser le dommage, vous le verrez, peut être en tout cas un rappel aux différentes victimes de prendre les mesures raisonnables pour éviter une aggravation de leurs dommages. En tout cas, c'est un point sur lequel je reviendrai. Il y a aussi l'article 2234, et au-delà de l'article 2234 qui suspend le délai, eh bien les cas de contra non valentem, contra non valentem étant plus large à mon sens que l'article 1934 qui n'est qu'une illustration, qui n'a pas remis en cause contra non valentem, vous verrez l'intérêt de cet adage. Et puis, l'abus d'état de dépendance, bien entendu, certains seront tentés pendant cette période bien de conclure des contrats et de faire de bonnes affaires. Attention, puisque l'état de dépendance sert justement à éviter ce type de situation, et on aura probablement dans les mois ou les années à venir l'occasion de revenir rétrospectivement sur des contrats qui ont été conclus pendant cette période. Et puis, on verra sur la fin cette conclusion qui s'impose, qui est d'encourager les modes amiables de règlement des conflits et des différends. Et pour tous les cas particuliers, en termes de procédure collective par exemple, avec une procédure de conciliation de mandat ad hoc, je renvoie aux spécialistes de la matière, et moi je me concentrerai sur la boîte à outils contractuelle au sens strict du terme. Alors, je commence par le premier outil à notre disposition, qui est le cas de force majeure. Alors, ce cas de force majeure, les textes, pour que vous les connaissiez, je vous les rappellerai dans le PowerPoint. Il y a l'article 1218 du Code civil qui nous définit la force majeure et les conséquences d'un cas de force majeure. L'article 1231.1 qui en tire les conséquences également en matière de dommages à intérêts, puisque ce n'est pas simplement un instrument permettant d'être libéré de ses obligations par l'application de la théorie des risques, mais également un moyen d'être exonéré de toute responsabilité, et puis les conséquences qui en découlent sur la résolution et les restitutions. Et là, il faudra que vous regardiez les articles 1351 et suivants du Code civil, 1229 et 1229 aussi, concernant la résolution et les effets de la résolution, qu'elle soit partielle ou totale. Donc voilà les textes, 1218, 1229, 1231-1 et 1351 et suivants pour les restitutions. Première précision, il faut que vous compreniez que la force majeure n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un confinement, ce n'est pas parce qu'un ministre a parlé de force majeure, ce n'est pas parce que la force majeure a été reconnue en tant que telle pour un certain nombre de contrats, notamment relevant du droit public, et ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie qui n'a jamais été connue auparavant qu'il y a nécessairement force majeure. D'accord ? Donc il faudra une appréciation au cas par cas. D'ailleurs, point que rappelle très pertinemment Julia Hennig dans son article dans le Dalloz sur ces questions de Covid-19 et les conséquences en droit des contrats. Donc je vous invite à lire cet article, et dans le PowerPoint, je vous ferai également une petite bibliographie sommaire des choses intéressantes qui ont été écrites sur le sujet. Beaucoup d'auteurs vont écrire dans les semaines à venir, mais il y a déjà des publications à votre disposition. Également, il faut préciser que les éléments de la force majeure font l'objet d'une appréciation souveraine des juges du fond, mais attention, parce que la force majeure reste une notion de droit. Il y aura donc un contrôle de qualification qui sera opéré par la Cour de cassation. Notamment, très souvent, ce contrôle sera plutôt un contrôle de la motivation et s'assurer que les juges ont bien motivé la décision. Sinon, il y aura des sanctions, et les moyens de cassation, on les connaît, je ne les évoque pas avec vous pour l'instant. Alors, cette question encore très générale, avant de revenir sur les différents éléments constitutifs de la force majeure et les décortiquer avec vous, ces questions d'épidémie qui pourraient être analysées comme des cas de force majeure, ce n'est pas nouveau. On a eu de nombreux cas, la dengue, Ebola, le chikungunya, le H1N1. Il y a eu des décisions qui ont été rendues à l'occasion de ces différentes épidémies. La force majeure n'a pas été exclue en théorie. Par principe, elle aurait pu être envisagée, sauf qu'à chaque fois, ce qui confirme l'appréciation au cas par cas, il manquait un élément. L'impossibilité d'exécuter qui n'était pas établie, le fait qu'on avait connaissance de cette épidémie et que, avant même que des mesures réglementaires ne soient prises, il y avait déjà eu beaucoup de communication sur le sujet, le fait que le caractère imprévisible n'ait pas été établi, que le caractère irrésistible n'ait pas été prouvé. Donc tout ça justifie toute une série de décisions des juges du fond que je mettrai à votre disposition sur le PowerPoint. Pour la dengue, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Nancy de 2010. Pour le H1N1, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Besançon de 2002. Pas 2002, 2015, 2014, pardon. Je vais y arriver. Sur Ebola,
vous avez un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2016, le chikungunya, un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la Réunion de 2009. Donc toutes ces décisions, je vous donnerai les numéros qui vous permettront notamment de retrouver ces décisions si elles vous intéressent. Alors quand on aborde maintenant le vif du sujet, le nerf de la guerre, ce sont les conditions qui permettent de constater l'existence d'une force majeure. Et après avoir vu ces conditions, nous en verrons les conséquences, puisqu'il faudra aller au bout du raisonnement. Alors, première condition, et quand on reprend l'article 1218 du Code civil, les termes sont très précis, il faut d'abord qu'il s'agisse d'un événement échappant au contrôle du débiteur. C'est ce que nous dit le texte. Il faut donc respecter cette condition d'extériorité. L'événement doit être extérieur à la personne. Alors la première question qu'on se pose, c'est de savoir alors si la maladie peut être considérée comme un cas de force majeure. Imaginez une personne qui soit contaminée par le Covid-19, qui se trouve immobilisée dans un premier temps les premiers symptômes et qui se trouve hospitalisée, qui peut rester 15 jours à 3 semaines totalement immobilisée. Est-ce qu'on peut considérer que cela relève, même si on est là, n'oubliez pas, dans les cas de délais conventionnels qui pourraient nous intéresser, parce que pour les délais légaux, on a le texte de l'ordonnance, mais pour des délais conventionnels qui ne pourraient pas être respectés, est-ce qu'il pourrait dire, je n'ai pas respecté le délai de réitération des consentements devant notaire, par exemple, j'ai un cas de force majeure, j'étais malade. Est-ce que la maladie est un cas de force majeure? Alors, certains diront, oui, mais il n'y a pas d'extériorité. Comment peut-il y avoir force majeure? Parce que l'extériorité ne s'entend pas de cette manière. Il s'agit d'un événement extérieur, et c'est bien le cas lorsque vous tombez malade. C'est quelque chose qui est indépendant de votre volonté. C'est la raison pour laquelle la formule « un événement échappant au contrôle du débiteur » est une formule beaucoup plus exacte. Et oui, la maladie peut être considérée comme un cas de force majeure. Et oui, la maladie a été retenue à plusieurs hypothèses comme étant un cas de force majeure. On a par exemple un arrêt rendu en assemblée plénière le 14 avril 2006, dans lequel on nous donne pour la première fois une belle définition de ce qu'est la force majeure. Et on avait une personne qui était malade, on a pu considérer qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. Mais ce n'était pas automatique. C'était un cas de force majeure parce qu'il avait bien été établi le caractère extérieur, c'est-à-dire que la maladie, finalement, s'imposait à la personne du débiteur. C'était bien un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Il ne pouvait pas en avoir connaissance. Et c'était bien une maladie telle qu'elle l'empêchait d'exécuter ses obligations, une impossibilité absolue d'exécuter ses obligations. Alors justement, sur ce point, on a un arrêt récent qui nous montre bien que ce n'est pas pour autant automatique. Certes, si les conditions sont réunies, et il faut les apprécier au cas par cas, il y aura force majeure, mais encore faut-il que ces conditions soient bien remplies. Et on a un arrêt, par exemple, à titre d'illustration, de la première chambre civile du 19 septembre 2019. Je vous donne le numéro de pourvoi, mais vous l'aurez dans le PowerPoint. C'est le numéro 18-18921. Donc 18-18921. Cet arrêt de la Cour de cassation, c'était une promesse synalagmatique de vente avec une réitération des consentements devant notaire qui a été prévue. Donc c'est intéressant pour notre cas. Et le promettant qui n'est pas venu à la date de réitération dit moi je suis pas venu mais parce que j'étais malade, voilà, j'avais des problèmes cardiaques, une opération a été prévue, ce qui explique que je n'ai pas pu venir. Sauf qu'il a été établi en l'espèce que le diagnostic révélant sa maladie datait du 28 janvier 2016 et que la réitération des consentements devant notaire était prévue le 31 mars 2016. Donc, il savait pertinemment qu'il était dans un état de santé qui pouvait justement l'empêcher de venir à la date de réitération. Il n'en a pas tenu compte, il n'en a pas informé les parties. On ne peut pas considérer qu'il n'aurait pas pu prendre des mesures nécessaires pour éviter justement que cet événement empêche le respect de ses obligations. Et donc, au regard des circonstances, il a été établi que la force majeure n'était pas prouvée et qu'il ne pouvait donc pas s'en prévaloir pour échapper à ses obligations, en tout cas pour considérer que l'inexécution ne lui était pas imputable. Donc, voilà un arrêt qui est assez intéressant parce que sur le Covid-19, vous aurez des personnes qui vous diront j'ai été testé positif. Donc, à partir du moment où j'ai été testé positif, voilà pourquoi je n'ai pas respecté le délai conventionnel. Sauf que être testé positif dans ce genre de circonstances, alors qu'on sait que dans de nombreux cas, les symptômes sont très faibles, voire inexistants, eh bien, il faudra regarder au cas par cas. Est-ce une personne qui a été hospitalisée? Est-ce que on a eu une immobilisation suffisamment longue pour justifier qu'il ne respecte pas ses obligations? Donc voilà, en fait, le type d'hypothèse que l'on va pouvoir rencontrer en pratique. Alors, est-ce que cette maladie peut concerner le créancier? Et sur ce point, je vous invite à lire un très bel article, je vous donnerai les références de mon collègue et ami Cyril Grimaldi sur la force majeure du créancier. Normalement, la force majeure se rapporte au débiteur.
c'est cette force majeure qui lui permet de se libérer de ses obligations. Mais dans l'hypothèse où la force majeure concerne le créancier, c'est-à-dire qu'on peut lui livrer la chose, mais lui, en raison de sa maladie, ne peut pas en profiter. En principe, on ne peut pas prendre en considération ce cas de force majeure. Alors, il est vrai que on a pu le retenir dans un arrêt de la première chambre civile du 10 février 1998, où c'était un élève qui, en raison de sa maladie, qui remplissait les caractères de la force majeure, n'a pas pu profiter des enseignements et donc invoquait la force majeure ici pour être libéré de ses obligations et pouvoir également ne pas payer l'intégralité des cours qui n'a pas pu suivre. C'est donc un créancier ici qui est concerné, de la même façon que vous auriez, et là il y aura une ordonnance spécifique sur les contrats de voyage et en matière de tourisme, il y a des dispositions spécifiques, mais je vous y renvoie, puisque c'est des cas exceptionnels où justement là on peut prendre en considération la maladie de celui qui est passé par une agence de voyage et qui finalement ne peut pas profiter de la prestation. Il y a des dispositions du Code du tourisme et il y a des dispositions dans une ordonnance spécifique qui portent sur ces questions particulières. Donc moi, si je vois juste le cas de l'enseignement, il est vrai que dans cet arrêt du 10 février 98, on a retenu l'existence d'un cas de force majeure au profit d'un créancier, mais depuis lors, finalement, cet arrêt a moins de portée puisque on a un article du Code du tourisme qui prévoit spécifiquement cette hypothèse, qui est l'article L444-8 alinéa 3 du Code du tourisme et qui évoque très clairement la prise en considération de la force majeure du créancier. Mais en dehors de ces cas légaux spécifiques, il est vrai que la plupart du temps, le principe même de la force majeure ne doit concerner et profiter qu'au seul débiteur d'une obligation. Alors, je continue. Après cet événement échappant au contrôle du débiteur, deuxième condition de la force majeure, c'est l'imprévisibilité. Il faut que, nous dit le texte, l'événement n'ait pas été raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Alors, lorsque vous avez, quelqu'un me demande s'il pourra voir ça en différé. Vous pourrez le voir en différé, c'est toujours accessible. Et si ce n'est pas le cas et si vous n'arrivez pas à y accéder, vous me demanderez sur les réseaux sociaux et je mettrai cette vidéo à votre disposition. Je continue sur la force majeure, c'est l'imprévisibilité. Et donc, je vous ai dit que ce raisonnablement prévu, lors de la conclusion, il y a deux éléments importants. Raisonnablement prévu signifie qu'on va se livrer à une appréciation in abstracto, on va se référer à une personne raisonnable, à un professionnel raisonnable, si on est dans ce cas de figure, ce qui veut dire que cette imprévisibilité, elle va être appréciée objectivement, et ce qui différencie le système du droit français d'autres systèmes étrangers, dans lesquels ça peut être aussi la simple connaissance de l'événement qui peut être prise en considération. Ce qui n'est pas le cas du droit français, où l'événement doit objectivement ne pas être connu d'une personne raisonnable. C'est en tout cas ce qui ressort du texte et ce qui ressortait déjà de la jurisprudence antérieure. Ce qui est important, c'est surtout le moment où on va apprécier objectivement cette situation d'imprévisibilité, c'est lors de la conclusion du contrat. Alors c'est là, justement, que je vous renvoie aux différentes dates, puisqu'il y a une progression dans les mesures qui ont été prises par le législateur, dans les interdictions, les rassemblements de plus de 5000, 1000, 150, 50, 2, certains commerces ont été fermés à une certaine date, puis les commerces, les bars et restaurants, puis ensuite les marchés couverts, avec des différences selon les villes, selon les régions. Donc il faudra prendre en considération ces différents éléments pour savoir à quel moment le contrat a été conclu, puisque c'est en fonction de ça justement que vous pourrez savoir s'il y a véritablement imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat. Ce qui vaut pour les contrats qui vont être conclus aujourd'hui, de la même façon, même si pour l'instant on fonctionne au ralenti, et les contrats qui seront conclus demain, là aussi, ce sont des éléments qu'il faudra prendre en considération. Et surtout, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de conclusion du contrat, ce n'est pas simplement la conclusion initiale du contrat. Il y a aussi les hypothèses où on va avoir un nouveau contrat qui va être conclu. C'est l'hypothèse du renouvellement du contrat, qui est formellement prévu à l'article 1214 du Code civil, ou le cas de la reconduction tacite du contrat, prévu par l'article 1215 du Code civil. Dans ces deux hypothèses, les textes vous précisent ce qu'on savait déjà dans la jurisprudence antérieure, mais qui est désormais ancré au sein du Code civil, qu'en cas de renouvellement ou de reconduction tacite, il y a un nouveau contrat qui est conclu. Et donc, si vous avez un nouveau contrat, c'est à cette date précise qu'il faudra cette fois apprécier le caractère imprévisible. Et ça peut jouer de mauvais tour parce que vous avez des contrats qui sont renouvelés automatiquement ou tacitement reconduits.
et ça pourra poser peut-être à l'avenir des difficultés. Donc, prudence dans ce genre d'hypothèse. Alors, pour ce qui est de l'imprévisibilité du Covid-19, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute à condition qu'on soit en lien avec cette épidémie qui a posé des problèmes, puisqu'après, il y a les mesures qui ont été prises, je le répète, et les différentes dates. Simplement, pour ce qui est de l'épidémie elle-même, sa rapidité, sa brutalité, la mortalité qui est liée à ce virus, l'absence de vaccin, les incertitudes qui entourent encore le virus, les personnes qui l'atteint, l'immunité et les conséquences qui en découlent, tout ça permet de dire qu'on est bien dans une situation d'imprévisibilité. Mais je le répète, ce n'est pas automatique, puisque l'épidémie en elle-même est certes un élément à prendre en considération, mais on va prendre surtout en considération toutes les mesures qui ont été prises également en raison de cette épidémie, de cette pandémie, et notamment les mesures de confinement progressives au départ, et puis beaucoup plus brutales par la suite. Alors, autre élément important, c'est que dans la jurisprudence antérieure, et même si on ne s'y réfère pas directement, il y a des événements qui sont par nature prévisibles. Ces événements qui sont par nature prévisibles, eh bien, on abandonne dans certains cas la condition d'imprévisibilité au moment de la conclusion, et on se contente de vérifier que malgré la prévisibilité de l'événement qu'on ne peut pas empêcher, des mesures nécessaires et raisonnables ont été prises pour en limiter les conséquences préjudiciables. C'est notamment lorsqu'on vous annonce un ouragan 2 jours avant ou un typhon, vous allez prendre toutes les mesures nécessaires et malgré le caractère prévisible, eh bien, ça ne vous empêchera pas d'obtenir le bénéfice de la force majeure dès lors que les autres conditions, bien entendu, sont réunies. Alors, autre condition, pour reprendre les termes exacts de l'article 1218 du Code civil, on vous dit que les effets qui découlent donc de cet événement extérieur imprévisible, les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Donc, là aussi, il faudra faire très attention parce que à partir du moment où on a eu connaissance, et là, il va falloir se demander à quelle date on pourrait se placer. Est-ce que c'est la date du 30 janvier où l'OMS nous dit « Attention, on a affaire à une épidémie internationale et on va prendre des mesures d'urgence ». Est-ce que c'est au 28 février où on parle de force majeure pour le ministère de l'économie? Est-ce que c'est à partir du moment où on prend des mesures de confinement avec le décret du 16 mars qui prend effet le 17 mars? En tout cas, tout ça sera très variable, mais on vérifiera que vous n'avez pas pu prendre des mesures appropriées pour éviter justement les conséquences préjudiciables. Ce qui permet de faire le lien, mais on le verra plus tard, puisque c'est encore autre chose, avec l'obligation de minimiser le dommage. Là, quand on parle des mesures permettant d'éviter par des mesures appropriées, c'est en amont du raisonnement qu'on se situe. C'est avant que l'événement ne se réalise et ait ses conséquences préjudiciables. Alors que quand on abordera l'obligation de minimiser le dommage, on raisonne en aval. En aval, tout s'est réalisé, on a subi un dommage, et est-ce que la victime ne devrait pas prendre des mesures raisonnables, avec un coût raisonnable notamment, qui permettrait d'éviter l'aggravation de son préjudice. Donc ça, c'est un autre point qu'on verra par la suite. Et puis, dernier élément pour ce qui est de la force majeure, c'est l'impossibilité d'exécuter son obligation pour le débiteur. Donc, cette impossibilité d'exécution, c'est ce qui différencie la force majeure de l'imprévision. Dans l'hypothèse de l'imprévision, il faut des conséquences excessivement onéreuses, c'est-à-dire que l'exécution devient plus difficile et elle pourra même à terme entraîner la ruine d'une partie, mais à proprement parler, cette exécution n'est pas impossible. Alors que dans l'hypothèse de la force majeure, l'exécution est impossible. C'est ce qui différencie également, on le verra, de la caducité. Lorsqu'il y a disparition d'un élément essentiel, la caducité de l'article 186 est envisageable, mais on n'est pas nécessairement dans une impossibilité de s'exécuter, mais il peut y avoir justement une exécution qui ne correspond plus à ce qui avait motivé, ce qui avait déterminé l'engagement des parties. Donc, vous voyez, il y a entre la force majeure et l'imprévision, il y a l'hypothèse de la caducité et qui pourrait rendre un certain nombre de services au regard de cette situation particulière. Alors, je continue sur l'imprévision. La différence entre la force majeure, la différence entre l'imprévision et la force majeure au regard de l'impossibilité, elle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation. Je vous en donnerai les références, mais on a un arrêt de la première chambre civile du 8 décembre 98, un autre arrêt de la première chambre civile du 12 décembre 2000, cette jurisprudence constante, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans d'autres systèmes étrangers, la frontière entre ce qui relève de la force majeure et ce qui relève de l'imprévision est une frontière un peu moins
moins étanche, et il est parfois difficile de distinguer les deux. Dans mon hypothèse, l'impossibilité d'exécuter, elle sera assez fréquemment facile à établir, notamment parce qu'elle sera souvent liée à un fait du prince, c'est-à-dire que ce sont les autorités publiques qui, par les décisions qu'elles prennent, et rendent impossible l'exécution. Et là aussi, je vous renvoie à l'ensemble des mesures qui ont pu être prises, les confinements, les arrêtés de fermeture, les arrêtés interdisant les rassemblements, variables selon les villes et les régions. Je me répète, et vous voyez bien ici